Ce qu'on va examiner ce soir, c'est un petit peu la problématique du grand dialogue qu'il y a aujourd'hui dans l'éducation, et particulièrement dans l'éducation au niveau familial. On a deux groupes. D'un côté, une psychologue comme Caroline Goldman, qui défend une éducation autoritaire, qui remet à la mode le fait de sanctionner l'enfant, pas en le frappant, on n'est pas dans une éducation d'un autre temps, mais on est plutôt dans, on va sortir un enfant, on va le mettre dans sa chambre, s'il pose problème, etc., avec un cadre très rigide et toujours une grande mise à distance. De l'autre côté, on a les partisans de ce qu'on appelle l'éducation positive, pas toujours celle de la discipline positive, mais l'éducation positive qui va plutôt essayer de développer la bienveillance, mais une bienveillance qui peut aller un petit peu à l'extrême, c'est-à-dire que, grosso modo, il ne faut pas interdire, il ne faut pas frustrer l'enfant, il faut aller dans son sens ou essayer de le convaincre, mais si on n'y arrive pas, il faut quand même plutôt l'écouter. Donc on a un peu ces deux positions qui s'opposent. Si on regarde, nous, dans la tradition juive, l'enseignement qui est donné à partir de la Gemara, une petite phrase simple qu'on va regarder tout de suite, mais qui en fait ne prend parti ni pour les uns ni pour les autres. Nous propose une sorte de troisième voie, tout en tenant compte des uns et des autres. Parce que ce que chacun dit n'est pas dénué de sens. Ce qui semble poser problème dans notre lecture, c'est le fait que l'un soit exclusif et qu'on ne puisse pas avoir des temps différents. La Gemara, elle se trouve dans Sota, 47a. Tania Rabbi Shimon ben Eleazar, Omer. Donc on a une braïta qui vient nous enseigner ce que dit Shimon ben Eleazar. Il le dit pour d'autres choses. Yetzer, Tinok Veisha, Te'e Semol Docha, Veyamin Mekarevet. C'est valable pour d'autres principes, on va se préoccuper que celui de l'éducation, mais vis-à-vis de ton penchant, ton Yetzer Hara, vis-à-vis des enfants en bas âge, Tinok, c'est un enfant, c'est la petite enfance, on va dire, de manière générale, Veisha, mais aussi la femme, le partenaire. Tu dois faire deux choses à la fois, et c'est ce à la fois qui nous intéressera. Semol Docha, la gauche qui repousse, qui tient à distance, Veyamin Mekarevet, et la droite qui rapproche. Et c'est intéressant de voir que ce sont les deux qui sont proposés. Donc on pourrait se dire, on va être soit du côté de la gauche qui tient à distance, c'est Caroline Goldman, soit du côté de la droite, c'est qui rapproche, et c'est la psychologie positive. C'est inversé. La gauche et la droite. Par rapport à quoi? La politique humaine. Oui. Et du coup, on a cette problématique où on nous dit il faut tenir les deux. Donc comment on va gérer cette gauche qui repousse et cette droite qui rapproche? Pour bien comprendre, on va essayer de décrypter chacun des concepts, chacune des sphères de comportement, et on verra comment l'une par rapport à l'autre peut se tenir, ou est-ce qu'on peut faire les deux à la fois, ou comment il faut faire les deux à la fois. Et pourquoi il faudrait faire les deux à la fois. Première sphère, la main gauche. La main gauche tient à distance. La gauche, small, c'est toujours la notion de din, de rigueur, alors que la droite, c'est le chesed. C'est la bonté, la générosité. Déjà, première chose qu'il faut bien comprendre. Le din n'est pas un din de sanction par excellence. Le din, quand on voit le din s'appliquer au moment de la création, on nous parle de Elohim qui crée le monde, mais ce din-là, ce n'est pas un din de sanction, c'est un din de limite. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, dès le départ, va essayer de mettre des limites par rapport à l'eau, les eaux d'en bas, les eaux d'en haut, entre l'eau et la terre ferme,
il va à chaque fois faire des séparations. Mais ces séparations sont là pour permettre à chacun d'exister. S'il n'y a pas de séparation, le principe de l'eau du départ au moment de Bereshit, elle recouvre l'ensemble. Pourquoi ? Parce que le principe essentiel de l'eau, c'est de ne pas avoir de limite. C'est-à-dire qu'elle s'étale partout où elle peut s'étaler. Il n'y a rien qui ne l'arrête, sauf si on met une séparation. Mais naturellement, elle ne va pas s'arrêter. Alors que les autres éléments matériels, la matière, la terre, la pierre, sont des éléments qui, en eux-mêmes, ont une limite. Ils ne sont pas informes. Alors que l'eau va prendre toutes les formes. Le feu, il a une limite. Il est là où ça brûle, mais il ne peut pas aller là où il n'a pas de carburant. Alors il peut se déplacer, mais il va aller d'un endroit ou un autre, ou s'étendre à partir du moment où il a une limite. Mais s'il rencontre de l'eau, il ne peut pas aller au-delà. Alors que l'eau, même si on rencontre le feu, elle va essayer de le dépasser. Donc, cette notion de limite, elle est fondamentale, non pas pour empêcher, dans le fond de sa raison d'être, c'est pas d'empêcher, mais c'est de permettre à un autre d'exister. La séparation de la mer et des terres, c'est typiquement pour permettre à la terre d'exister. La terre, elle existait en dessous, mais elle n'était pas visible. Donc on va concentrer Akadosh Baruch Hu, concentre les eaux dans des endroits profonds pour permettre à la terre de se séparer. Donc c'est vraiment, il faut qu'on comprenne que la limite que le parent doit donner à l'enfant n'est pas fondamentalement une limite d'interdiction. Ce n'est pas pour interdire qu'on va mettre une limite, mais c'est pour permettre. Permettre à l'autre enfant d'exister, permettre aux parents d'exister, permettre à la personnalité même de l'individu d'exister. Parce que si on le laisse se mettre partout, d'une certaine façon, il n'est plus rien. Parce qu'il englobe le tout et il n'a pas d'existence propre. L'existence propre, elle va exister parce que je vais le séparer. Si on a des jouets et qu'il veut absolument gérer tous les jouets, ben l'autre, il est quoi ? L'autre enfant. Celui qui est venu le voir, celui qui est son frère, sa sœur, il est quoi ? S'il n'y a pas une dimension de partage, mais le partage, ça nécessite une limite, ça c'est ton jouet à toi, ça c'est ton jouet à toi. Donc c'est un renoncement. Mais ce renoncement, il n'est pas un renoncement de base, de din, on met une loi pour interdire et pour empêcher, on met une loi pour permettre à l'autre d'avoir une place, à l'autre de pouvoir exister. Donc le cadre qu'on va mettre dans une famille en disant ça c'est possible de faire, ça ce n'est pas possible de faire, il vient protéger l'enfant dans son développement. Il ne vient pas le contraindre, c'est pas parce que l'enfant est petit qu'il ne va pas toucher à la prise électrique, c'est parce que nous avons besoin de le protéger du danger que représente la prise électrique, qu'on va soit la boucher, soit l'éloigner, faire quelque chose. Ce qui est essentiel de comprendre ici, c'est quelle est l'intention. Est-ce qu'on est dans une loi qui est là pour interdire, pour donner un pouvoir à quelqu'un ? Parce que lorsqu'on interdit, on veut avoir un pouvoir, puisque toujours celui qui interdit a le pouvoir. Ou est-ce qu'on est, au contraire, dans une loi qui va permettre, in fine, de donner du pouvoir à celui qui va appliquer la loi. Parce qu'il ne va pas se électrocuter avec la prise. Donc du coup, il va prendre en autonomie, il va prendre en sécurité, il va apprendre quelque chose. Et à partir du moment où on dit une limite, ça veut dire que cette limite, elle est aussi limitée. L'expression typique, Pikuar Nefesh, Doré Shabbat. Et c'est bien ce doré qu'on a avec la gauche, c'est-à-dire que normalement il y a le Shabbat, ça semble être un absolu. Mais ce n'est pas un absolu total. Il n'y a jamais d'absolu qui soit complètement total. La preuve, c'est que si c'est pour sauver une vie, on va arrêter
On va fixer la limite de l'interdit de Shabbat. Ça veut dire que cet interdit de Shabbat, pour avoir un sens, il faut qu'il ait lui-même une limite. Sinon, on va mourir parce qu'on observe Shabbat, donc mais on n'observera plus Shabbat. Et la Gemara nous dit, on va transgresser Shabbat pour sauver une personne, pour lui permettre d'observer plusieurs Shabbats. Donc ce qu'on sauve au bout du compte avec la personne, c'est le Shabbat. Parce que quelque chose qui serait un absolu, qui n'aurait pas de solution qui le limiterait, c'est un totalitarisme qui empêche de vivre et qui crée la personne qu'elle est censée protéger. Le Shabbat est censé nous protéger, mais s'il n'a pas de limite, il va nous tuer. Donc on comprend bien que, y compris dans la vie de famille, chaque limite doit avoir une limite de manière à ce qu'elle puisse être vivable. Chaque règle doit avoir son domaine d'expression, mais en même temps, c'est pas un absolu, c'est pas un roc, c'est pas un truc totalitaire, mais c'est quelque chose qui a une option de sortie, qui permet en fait de rendre l'interdit vivable. Un interdit qui est trop fort, qui n'a pas de limite, il est invivable. Et d'ailleurs, on ne va pas le regarder maintenant, mais il y a une Gemara très importante dans Choulin, où la femme de Rav Nachman lui pose sa question, pourquoi tout ce que la Torah interdit, elle l'autorise? Je donne un exemple, le sang, la consommation du sang est interdite. Totalement interdite. Et pourtant, on mange du foie grillé. Le foie, il est plein de sang. Ça veut dire qu'il y a une forme de consommation du sang lorsqu'il représente la vie qui symboliquement est une image forte et qu'on va nous interdire. Mais le sang grillé qui est dans le foie, alors on essaye de faire en sorte qu'il n'y en ait pas à la surface du foie, mais qui est dans le foie, il est grillé, il n'a plus la nature de sang, donc c'est une modalité de sang qu'on va pouvoir consommer. Il y a quelque chose qui est interdit, quelque chose qui est permis, et à chaque fois il y a une modalité qui permet d'interdire, de permettre ce qu'on a interdit. Pourquoi ? Parce que pour que la loi soit vivable, elle doit avoir une limite. Et dans la famille, c'est la même chose. Mais attention à la bonne gestion de cette limite. Ça ne veut pas dire que la loi elle est relative. Parce que si la loi elle est relative, si on a dit que c'était non et que 5 minutes après, parce que l'enfant nous saoule, on va dire oui, mais cette loi, elle n'est plus un interdit, elle est bafouée, elle n'a plus de solidité. Il faut que, s'il y a exception, elle soit explicite, qu'elle soit codifiée en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on dise, dans ce cas très particulier, on va interdire ce que habituellement, on va permettre ce que habituellement on interdit, parce qu'il y a un cas particulier. Mais tout le reste du temps, c'est interdit. Donc du coup, en autorisant, on renforce la loi. L'exception à la règle, c'est ce qui va renforcer la règle. Et c'est pourquoi il est très important dans notre relation à l'enfant de savoir pourquoi on dit oui ou pourquoi on dit non. Et plus exactement, est-ce que c'était pertinent de dire non quand on aurait pu dire oui ? Est-ce que ce que nous demande l'enfant, on a bien réfléchi à est-ce qu'il fallait dire oui ou non, ou est-ce qu'on a dit non par réflexe pour se débarrasser et puis de dire ça m'embarrasse ? Il faut qu'on anticipe un tout petit peu les conséquences de notre non pour voir si c'est pas plus opportun de dire oui. Parce que si au bout du compte, on ne va pas tenir le non, alors on l'a affaibli. Vaut mieux dire oui, il sera content, nous aussi, et on a renforcé notre non quand on dit non. Parce que l'enfant va comprendre qu'un non c'est un non et qu'un oui c'est un oui. C'est des slogans qui sont à la mode aujourd'hui dans un autre secteur, mais c'est valable pour l'éducation. Si à chaque fois que je dis non, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, quand j'en peux plus, je dis oui, j'aurais dû me poser la question avant, pourquoi j'ai dit non en fait ? Parce que ça m'embêtait. Si je sais que je vais dire oui dans une demi-heure,
Ça sert à rien de dire non. Mon cadre, je le fragilise. C'est-à-dire que le cadre, c'est aussi de savoir dire oui. C'est pas juste de savoir dire non. Je sais qu'il est fatigué, il commence à tourner en rond, il me demande un biberon. J'ai pas envie de lui donner un biberon. J'ai pas envie de me lever, je suis en train de faire autre chose. J'ai pas envie parce que j'aime pas qu'il ait des biberons à chaque fois qu'il demande. Oui, mais dans ce cas précis là, qu'est-ce que tu vas faire dans une demi-heure? Si dans une demi-heure tu vas lui donner son biberon, alors donne-lui maintenant. Au contraire, il va voir qu'il y a une écoute, qu'il n'est pas dans l'opposition, qu'on entend son besoin et qu'on lui a dit oui maintenant, parce qu'on sait qu'on va lui dire non, oui dans une demi-heure, et que le non il n'était pas vraiment un non réfléchi, il était juste oh ça m'embête de le faire maintenant, attends un peu, je te dis non, mais je sais que dans une demi-heure, j'aurai pas le choix, alors je le ferai quand même. Mais pourquoi? Pourquoi avoir dit non? Pourquoi avoir mis un cadre négatif alors que je peux avoir un cadre positif? Ça reste un cadre. Ça veut dire que le cadre, il devient quand j'estime qu'il a vraiment, cet enfant, il ou elle, a vraiment besoin de son biberon parce qu'elle est excitée, que ça va la calmer, que ça va lui faire du bien, même s'il ne va pas s'endormir avec, alors c'est le cadre de dire oui. Le cadre, il n'est pas négatif. Il fait exister. Il reconnaît l'existence de l'autre. Mais on peut aussi dire, je vais réfléchir, je vais en parler avec ta mère, on va décider pour les choses plus importantes que juste pour le biberon. Ou alors là, il faut qu'on se mette d'accord plus souvent sur les biberons. Mais sur une chose plus importante, l'enfant réclame quelque chose qui lui tient à cœur, qui veut qu'on lui achète. On va réfléchir, on n'est pas obligé de dire oui ou non tout de suite. On va réfléchir. On peut le conditionner. On peut redéfinir le cadre. Pour la trottinette électrique qu'on veut absolument acheter. Est-ce qu'il faut courir au magasin? J'ai acheté une trottinette électrique. On veut dire, écoute, pourquoi pas? Je vais y réfléchir. Est-ce que tu mérites cette trottinette? Quelles sont les conséquences? Qu'est-ce que tu vas en faire? Etc. Et puis peut-être on va lui dire oui, mais on va lui dire oui à cette date-là. Parce que, ça va être ton anniversaire. Ce sera un beau cadeau d'anniversaire. Ou ça va être une fête. Ce sera un beau cadeau de fête. Et puis parce qu'on veut valoriser la chose, parce que si on répond systématiquement oui à tout ce qu'il demande, alors du coup ça n'a plus de valeur non plus. Donc là, on peut avoir un temps de concertation qui fait qu'on remodèle le cadre. Le cadre, il n'est pas défini ad vitam aeternam. Parce que de toute façon, le cadre ne va pas être le même quand il a 6 mois, quand il a 2 ans, quand il a 10 ans. Le cadre va évoluer. Mais simplement, l'enfant a besoin de savoir un cadre, savoir qu'il y a un cadre, parce que c'est rassurant. Ça veut dire, ça renforce la crédibilité de la parole des parents. Donc il peut s'y fier. Et rapidement, il va savoir à quoi on dit oui, à quoi on dit non, et qu'on ne change pas d'avis simplement parce qu'il va crier 5 minutes de plus. Ou une demi-heure de plus, et qu'il va faire un caprice en se roulant par terre, ou toutes les blagues qu'ils peuvent nous faire tout au long de notre vie. Donc on voit que le cadre, il est important pour construire l'identité de l'enfant, pour qu'il sache qui il est, comment il est, qu'est-ce qui est la règle dans notre famille et qu'est-ce qui n'est pas la règle dans notre famille. Mais le cadre, il est aussi important parce que c'est un apprentissage de la frustration. Et on n'a pas le choix. Il faut apprendre la frustration dans notre monde. On ne peut pas tout avoir. Alors, soit on le découvre progressivement dans des petites frustrations de l'enfance qui ne sont pas dramatiques et qu'on aura oublié une semaine après ou le lendemain matin, soit on l'apprend quand on devient adulte et avec des frustrations qui peuvent être graves et qui peuvent nous amener à faire des bêtises. Parce que j'ai tellement envie que je suis prêt à tout, parce que je ne supporte pas d'être frustré. En fait, la frustration, elle fait partie complètement de notre vie. C'est pas un élément en plus, c'est pas un élément à part. Ça fait partie de la construction de notre identité. Donc ce cadre, avec les règles qu'il va me donner, il va m'apprendre à vivre avec des petites frustrations qui vont être des frustrations
qui vont me permettre de grandir. De toute façon, je ne peux pas tout. Je n'aurai pas toujours la force pour faire ce que je veux. Je n'aurai pas l'argent pour faire ce que je veux. Je n'aurai pas l'accord des autres pour faire ce que je veux dans la vie. Donc il faut bien, à un moment donné, qu'on apprenne ce qu'il est possible et ce qui ne sera pas accessible. On peut rêver de tout. On peut rêver de gagner à l'euro-million. Mais combien il y en a qui gagnent à l'euro-million? Je risque d'être frustré longtemps en jouant beaucoup. Mais en même temps, je peux rêver. Mais je dois savoir gérer le dégât que provoque la frustration si j'y crois trop. Parce que sinon, je vais être en dépression. Parce que je vais trouver qu'autour de moi, il n'y a que des ennemis. Or, qu'est-ce qu'on apprend à propos je l'ai mis après, mais je vais le dire maintenant. Ça, on change parfois aussi. À propos de Caïn et Èvel. Caïn, il est contrarié parce que le sacrifice d'Èvel, il a été accepté et pas le sien. Donc, il est face à une frustration. Il prétend avoir bien fait, et c'est l'autre qui l'a imité, qui a eu l'agrément, et lui, il n'a pas eu l'agrément. Donc, il est face à une frustration. Qu'est-ce que lui dit Akadosh Baruch Hu? Il lui dit, si tu t'améliores, tu pourras te relever. Sinon, le péché est tapis à ta porte. Il aspire à t'atteindre. Mais toi, sache le dominer. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, recherche en toi la raison. Là, tu es jaloux de ton frère, donc tu considères que c'est lui qui dérange. Mais non, si tu n'as pas eu l'agrément, c'est parce que tu n'avais peut-être pas la bonne intention. Donc, la solution, elle est en toi. Ta frustration, et tu ne la vis que parce que tu n'as pas compris que la solution, elle était en toi. Si tu comprends que la solution, elle est en toi, alors tu changes, et du coup, tu dépasses ta frustration. Si tu considères que la raison de la frustration, elle est chez l'autre, alors tu vas vouloir le détruire, il prend une pierre et il le tue. Mais ta frustration t'a détruit. Alors que ta frustration aurait pu te construire. Donc on est là, dans une situation où il faut comprendre que le cadre, il est là pour me permettre de progresser dans la construction de moi-même, en apprenant les limites. Tout n'est pas possible. Quand on me dit non, c'est non. Donc ça ne sert à rien que je fasse caprice sur caprice parce que je n'obtiendrai pas. Parce que si le non, il est justifié parce que mes parents ont réfléchi, ils ne vont pas changer d'avis. De la même façon qu'Akadosh Baruch Hu ne va pas changer d'avis quand il nous dit non. Sauf si nous-mêmes on change. Si on n'est plus le même, alors la réponse de demain ne sera pas la même que celle d'aujourd'hui. Mais c'est moi qui ai changé. C'est pas lui que je vais saouler. Parce que je ne peux pas saouler Akadosh Baruch Hu par 50 000 tfilotes. Il faut que dans chacune de mes tfilotes, ce soit l'occasion de me transformer pour progresser, pour demain mériter ce que je ne méritais pas hier. Mais la solution, elle est en moi. Elle n'est pas dans la tentative d'influencer l'autre pour qu'il me donne une autre réponse que la première qu'il m'a donnée. La solution, elle est en moi. Donc, la frustration va me permettre d'intérioriser ma réflexion. Alors, on peut l'accompagner parce que la frustration, c'est douloureux. Peut-être qu'il va pleurer, peut-être qu'il va trépigner, peut-être qu'il va vouloir tout casser. Donc, il va falloir l'accompagner dans la gestion de sa frustration pour l'amener à comprendre, que de toute façon, il connaissait la règle, il aurait pu se douter que ça allait être négatif. 2, s'il change, donc s'il fait quelque chose qui va changer la situation, il peut peut-être obtenir une réponse positive. Tout n'est pas perdu, puisque j'ai une solution. Or, la frustration, elle peut provoquer le sentiment que tout est perdu, et si tout est perdu, je casse tout. Puisque de toute façon, rien ne peut résister. Donc je transforme l'agression que je voudrais avoir
sur mon père, sur ma mère, sur mon frère, sur ma sœur, en cassant des choses. Vaut mieux que ce soit du matériel que de l'humain. Mais en même temps, je n'ai pas compris. Donc le cadre, il doit être là pour m'amener à comprendre la règle qui va me permettre de grandir. Et il faut comprendre que cette règle, je vais utiliser un gros mot, cette règle, ce n'est pas une règle de dressage. Je ne suis pas là pour dresser mes enfants. Parce que ce n'est pas sa nature qui est mauvaise. Un cheval sauvage, il faut que je le rende domestique. Donc je vais le dresser, donc je vais vouloir dominer sa nature pour qu'il sache que c'est moi le maître et c'est moi qui décide. Et c'est moi qui définis les règles. Mais ça, c'est pas de l'éducation, c'est du dressage. Je peux faire la même chose avec un lion, avec un chien, avec tout ce que je veux. J'essaye de dominer sa nature pour la rendre, pour la faire rentrer dans le cadre que j'ai défini. Mais l'éducation, c'est pas ça. L'éducation, c'est pas par la contrainte que je le fais changer de posture, c'est par la réflexion, c'est par l'adoption de bonnes habitudes que je vais pouvoir m'élever, parce que la nature de l'enfant, c'est pas d'être un enfant sauvage. L'enfant, quand il naît, il est plein de bonnes intentions. L'enfant qui pleure n'a pas de mauvaises intentions contre ses parents. Il n'est pas là en train de les embêter parce qu'il pleure. Il pleure parce qu'il a un problème. Il peut avoir faim, il peut avoir mal, il peut avoir un manque quelconque, mais il pleure parce qu'il a un problème. Les enfants ne sont pas capricieux. Ce qu'on appelle, nous, des caprices, ce sont des signaux d'alerte qu'ils nous envoient pour nous dire « Hé, pense à moi, m'oublie pas, j'ai un problème, je compte sur toi pour le résoudre parce que je ne peux pas le résoudre tout seul. » Donc c'est des appels. Ou, comme on le disait tout à l'heure, dans le cadre d'une frustration qu'il n'arrive pas à gérer, il est débordé par sa frustration et au lieu de la tourner contre quelqu'un, il va casser quelque chose. Alors, ça peut être dommageable dans la maison, il commence à tout casser. Mais en même temps, là, il faut l'accompagner, une fois qu'on est à froid, pour qu'il réfléchisse à ce qui s'est passé, qu'il prenne conscience qu'il a lâché prise, parce qu'il n'arrivait pas à dominer, mais qu'il comprenne que, 1, on l'aime, que 2, la règle, elle n'est pas contre lui, elle est pour lui, pour son bien, que 3, il faut qu'il trouve la solution en lui-même avec nous, parce que ce n'est pas l'autre qui est l'ennemi, ce n'est pas Evel qui est l'ennemi. Evel, il n'a rien fait. Il a fait ce qu'il pensait bien. Il n'a rien fait contre Caïn. Il a fait. Il a choisi les meilleurs animaux de ceux qu'il était en train d'élever, les premiers-nés. Il a offert un cadeau au bon Dieu. Caïn a voulu faire un échange, il n'a pas fait de cadeau, le bon Dieu n'est pas dupe. Tu me donnes des fruits de la terre pour que tu aies une meilleure récolte. Mais enfin bon, c'est comme ça que tu me payes? Ça ne marche pas comme ça. Si tu veux te rapprocher de moi, si tu m'aimes vraiment, tu vas me donner ce qu'il y a de plus cher pour toi, parce que tu m'aimes. Et à ce moment-là, ta proximité va faire que tu vas réussir. Mais si tu recherches l'avoir, alors tu cherches à m'influencer, tu me fais un cadeau, allez, va, je te donne 10 €, mais tu m'en donnes 1000. En échange, parce que toi, t'en as plein. Ben non, ça marche pas. Donc, du coup, l'intention, elle n'était pas bonne, donc le problème, il est en lui. Il n'est pas parce que Evel, il a mieux réussi. Pourquoi il a mieux réussi? Parce que son intention était différente, mais ils auraient pu être agréés les deux. C'était pas forcément l'un sans l'autre. Les deux auraient pu être agréés si les deux intentions, elles avaient été équivalentes, elles avaient été bonnes, c'est-à-dire positives, dans un élan de proximité avec Akadosh Baruch Hu, tandis que l'un c'était une proximité, l'autre c'était un échange, un troc. Je te donne un peu, tu me donnes beaucoup. Donc, il faut accompagner l'enfant. Mais cet accompagnement, ça lui permet de trouver en lui-même un certain nombre de ressorts, de compréhension, d'éléments, de force et d'énergie qui vont lui permettre de gérer
la règle, parce qu'il aura compris que la règle, elle est là pour son bien, parce qu'elle est protectrice, parce qu'elle lui permet de grandir. Alors, évidemment, on ne gère pas ça tout à fait de la même façon selon les âges. Un enfant de 2 ans, il n'est pas capable d'intégrer la règle. Donc on va travailler sur ses habitudes. Quand 2 enfants en bas âge sont en train de se disputer pour le même jouet, on va proposer un autre jouet pour détourner son attention, pour lui montrer qu'il peut avoir aussi du plaisir avec un autre objet. Il n'y a pas que celui-là qui compte. Pourquoi ? Parce que son cerveau n'est pas suffisamment développé pour... Il va comprendre l'ordre, mais il ne va pas le comprendre. Il ne va pas l'intégrer. Il faut attendre 5 ans pour qu'un enfant puisse intégrer et avoir une autorégulation de son action. Avant 5 ans, il n'a pas d'autorégulation. Donc à chaque fois qu'il fait une bêtise, il va falloir le prendre en main pour l'éloigner de la bêtise. Lui dire, ne serait-ce que par le ton de notre voix, même s'il ne comprend pas les mots qu'on lui dit, que c'est pas ce que l'on souhaite, mais lui proposer autre chose en échange. Si on ne lui propose pas autre chose en échange, il va s'accrocher à ça. Donc, il faut bien faire attention aux messages qu'on envoie et à quel âge on l'envoie. On ne l'envoie pas de la même façon à un adolescent qui va chercher à tout prix à une confrontation à la règle. On va dialoguer avec lui, on va parler avec lui, on va lui faire comprendre qu'au contraire, on est pour lui. Mais que ça nécessite peut-être des préalables, peut-être des conditions, peut-être un timing différent. Mais qu'on n'a pas envie de lui interdire pour lui interdire, mais qu'on voudrait que ça prenne de la valeur. Donc selon l'âge et l'enfant, on va avoir un comportement différent, en sachant que la règle clé, c'est de valoriser le bon comportement et de ne pas prêter trop attention au mauvais comportement, parce que sinon ça le renforce. Le jeune enfant recherche avant tout qu'on s'intéresse à lui. Donc s'il voit que lorsqu'il fait quelque chose de bien, personne ne s'occupe de lui, il va faire une bêtise, parce qu'à ce moment-là, on va s'occuper de lui. Pas sur le bon modèle, d'accord, mais il est trop petit pour s'en rendre compte. 2-3 ans, il est trop petit pour s'en rendre compte. Il fait une bêtise pour qu'on s'occupe de lui, qu'on le prenne en main, qu'on fasse quelque chose avec lui, qu'il existe en tant que personne. Il ne fait pas une bêtise pour nous embêter. Alors il va peut-être choisir la bêtise qui va avoir le plus d'effet sur nous parce qu'il n'est pas idiot. Mais en même temps, il n'est pas mauvais en soi. Il cherche à ce qu'on s'intéresse à lui. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas s'intéresser non-stop à un enfant. Mais il faut qu'à chaque fois qu'on s'y intéresse, on s'y intéresse avec une relation de qualité. Si on n'a pas la quantité, on doit avoir la qualité. De manière à ce qu'il sache, au moment où on est ensemble, on est vraiment ensemble. On n'est pas sur notre portable en même temps qu'on est en train de lui lire une histoire et puis qu'on envoie un message à je ne sais pas qui. Tout à fait caché, évidemment, le message, mais à quelqu'un d'autre. Pour le travail, pour un ami, des choses sans problème. Mais si je suis en train de lui lire un livre ou de jouer à quelque chose avec lui, je ne vais pas gérer mon portable en même temps, sinon il voit bien qu'on ne s'intéresse pas. Il va avoir envie de tout envoyer balader et de faire une bêtise, parce qu'il sait que quand il fait une bêtise, on a tendance à surinvestir notre relation. Parce que ça va nous déplaire, on va poser le portable d'un seul coup pour s'occuper de lui. Donc il y a là quelque chose à gérer de manière à ce qu'ils comprennent que dans le cadre qu'on a défini, il y a plein de choses possibles, il y a plein de choses positives, et on peut être en relation avec lui parce que c'est pour lui permettre de se développer à l'intérieur de ce cadre. Même s'il aura toujours envie de voir un peu ce qu'il y a de l'autre côté du cadre. Vous savez bien, lorsque le poussin il est dans la coquille, il a un instinct qui le pousse à casser la coquille pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Il n'est pas en mesure de l'imaginer, il n'a pas un cerveau suffisamment développé, mais on sait bien que quand on nous interdit, on a envie d'aller de l'autre côté. C'est pour ça que l'interdit il doit être mesuré, et il ne doit pas être que l'interdit parental en permanence et on interdit tout et on ne permet rien, sinon il aura une tentation énorme pour transgresser, parce que l'interdit encourage la transgression, parce qu'il donne envie. À chaque fois qu'on nous interdit quelque chose, on a une envie qui augmente. Donc il faut gérer aussi cet interdit avec la soupape de sécurité qu'on évoquait tout à l'heure. Tout ça pourquoi ? Pour permettre l'autre sphère,
celle de la main droite. La sphère de la main droite, c'est le chesed, c'est celle qui va rapprocher l'enfant. Là, on l'a tenu à distance, non pas que ce soit une distance physique, mais on définit un cadre qui fait que lui et moi je suis moi. Or, dans l'autre, il va falloir définir notre proximité. Et il faut, dans ce cadre-là, bien comprendre, là aussi, les principes de la théorie de l'attachement. L'enfant a besoin, dès son plus jeune âge, dès sa naissance, il a besoin d'avoir une figure d'attachement. C'est-à-dire qu'il a besoin de faire confiance, de se sentir en sécurité, et que lorsqu'il demande quelque chose, il est entendu. Si l'enfant, le bébé, qui ne sait pas encore parler, qui ne sait pas s'exprimer, qui ne sait pas marcher, il est dans son berceau et qu'il pleure pour qu'on vienne le voir, qu'on lui donne un biberon, qu'on lui donne une tétine si c'est le cas, qu'on remette sa couverture si elle est tombée. Si on est présent, on ne crée pas un caprice. On renforce son sentiment de sécurité. Parce qu'il sait que lorsqu'il a besoin, il y a quelqu'un sur qui il peut compter. Le plus souvent, c'est la mère, mais ça ne doit pas être que la mère, ça peut être tout autant le père. Il a besoin de sentir cette sécurité. Pourquoi ? Parce que c'est en progressivement sentant cette sécurité d'un côté, en tenant en quelque sorte la sécurité d'un côté, qu'il va pouvoir commencer à explorer de l'autre côté. Parce qu'il sait que même lorsqu'il s'éloigne, il pourra revenir. Et on voit ça dans le jeu des enfants. Dès qu'il y a quelqu'un d'extérieur, parfois ils vont, mais ils ont un peu peur, mais ils reviennent se réfugier. Ils sentent que chez nous, ils sont en sécurité. Et c'est fondamental. Un enfant qui ne se sent pas en sécurité avec ses parents, c'est-à-dire qu'il ne les a pas pris eux ou quelqu'un d'autre, ou un grand-parent ou un oncle, celui qui s'occupe de lui, s'il n'a pas une figure d'attachement, toute sa vie il va en souffrir. Parce que toute sa vie, il sera dans une situation d'insécurité. Il ne saura pas qui il est, il ne saura pas où se réfugier quand il a besoin, parce qu'il n'aura pas en lui-même ce sentiment. Ce sentiment, avec l'âge, il s'intègre en nous-mêmes. Il n'est plus forcément se réfugier vers quelqu'un. Mais parce qu'il saura qu'il a compté pour quelqu'un dans sa vie, ça pourra suffire à l'âge adulte pour ne pas forcément aller courir dans les bras de sa mère ou de son père. Mais il saura qu'il compte. Il passera peut-être un coup de fil. Et il saura que de l'autre côté, il aura de l'affection. C'est-à-dire, il aura une image positive même quand il va se faire critiquer par tout le reste de la terre. Il y a toujours son père ou sa mère, ou son frère ou sa sœur, sa grande sœur, son grand frère, qui seront là pour lui dire « Nous, on t'aime, même si tout le monde te déteste. » Et ce sentiment de sécurité, c'est essentiel parce que c'est ça qui permet d'exister. Sinon, si on a le sentiment de n'exister de manière valorisée par personne, on est un bon candidat pour le suicide. Pourquoi ? Parce que l'existence de l'être adulte, il est morcelé. Dans un métro, on est un voyageur comme un autre, on n'a pas vraiment de sentiment d'existence. Au travail, on a un sentiment d'existence fonctionnelle. Tu ne fais pas ton travail, tu te fais virer. Je schématise, mais c'est l'idée. On est utile. On n'a pas le même sentiment d'existence quand on va faire nos courses. On a l'impression de devoir vider notre porte-monnaie pour obtenir quelque chose. Pas de sentiment d'existence. Si on n'a pas un sentiment d'existence après, avec son partenaire, puisqu'il s'est un peu distendu avec ses parents parce qu'on ne vit plus ensemble, on a le même problème. La force du couple et de l'importance du couple dans la tradition juive, elle est énorme. Les Américains, dans leurs statistiques, ils se sont aperçus que lorsqu'on vit longtemps ensemble, sans être mariés, on n'a pas de sentiment de sécurité. Parce que du jour au lendemain, on peut se séparer. Il n'y a rien qui nous engage. Il n'y a pas d'engagement. On est volatile. Lorsqu'on se marie, parfois on change d'attitude. Et on se lâche parce qu'on croit qu'on n'a plus besoin de conquérir l'autre. On se trompe. Mais on le croit. Et du coup, il peut y avoir plus de divorces après un mariage, après une longue période de vie ensemble, parce que on n'a pas été authentique dans la première relation.
Lorsqu'on se marie, on est jeune, on se découvre ensemble, on construit ensemble, on n'est pas dans la même relation. Parce que dès le départ, on construit une relation de découverte de l'autre et d'attachement à l'autre. Mais lorsqu'on est ensemble, il y a un attachement opportuniste. On n'est pas en sécurité. L'autre, il peut trouver que finalement, le voisin, il est mieux que nous. Et puis d'un seul coup, hop, elle saute le balcon et elle va de l'autre côté. Et vice-versa. Il n'y a pas de sentiment, donc on va être toujours dans le qui-vive. On n'est pas dans une situation stable. Et du coup, ça crée de l'instabilité. On n'a pas de sentiment de sécurité durable. Or, c'est essentiel pour le bon équilibre de l'individu. Et ça, on le crée dès le plus jeune âge. Un bébé dans son berceau ne devient pas capricieux. C'est pas de son âge. Bien sûr, on va essayer de lui donner un cadre, on va essayer de le régler sur des horaires, parce que ça nous arrange. C'est bien pour lui aussi. Mais en même temps, ça nous arrange. Parce qu'une fois qu'ils seront couchés, on pourra faire autre chose. Faut pas se leurrer. On pourra manger tranquille avec son épouse ou avec son mari. On pourra regarder la télé. On pourra avoir une vie d'adulte, parce que tant qu'ils sont debout, on n'a pas vraiment de vie d'adulte. Ça nous arrange. C'est pas mal. On a besoin de ça aussi. Mais il faut savoir là aussi que notre rôle avec la main droite, c'est de créer un lien affectif fort avec l'enfant. Donc il faut que pour l'enfant, on soit crédible, c'est-à-dire qu'on soit fiable. Comme pour la règle de tout à l'heure. Si je dis non sans arrêt et qu'au bout d'un moment je vais dire oui, ça n'a plus de sens. Mais si lorsque l'enfant pleure, bon alors aujourd'hui j'y vais parce que j'ai rien d'autre à faire. Puis le lendemain, non, je suis en plein match de foot, je peux pas. Les deux sont intéressés par le match de foot, c'est rare. Mais les deux, oui, par autre chose, ils n'y vont pas. Alors qu'est-ce qui se passe pour l'enfant? Il a l'impression qu'il a été abandonné. Il ne ressent pas sa figure d'attachement de manière solide. Donc on est en train de le fragiliser. Ou alors on a donné une réponse qui n'était pas adaptée. On ne s'est pas préoccupé de lui, de ce qu'il avait. Oh, il pleure un peu, allez, on va le secouer un petit peu et puis ça va aller. Ou on va lui mettre un biberon dans la bouche, mais peut-être qu'il n'avait pas besoin de biberon, peut-être qu'il avait un problème de douleur au niveau du ventre. Et que le biberon, ça ne va rien aider. Donc on n'a pas donné de réponse adaptée, mais c'est comme si on n'avait rien fait. Donc, évidemment, le plus souvent, ça peut être cette réponse, celle-là. Mais en même temps, il faut être en éveil, en permanence. Parce que cet attachement va permettre à l'enfant de développer son exploration du monde. Parce qu'il a une base solide, il peut faire plein de choses. Mais en même temps, cette base solide, cet attachement, il ne doit pas se faire n'importe comment. Il nous est interdit de négliger ou de mépriser l'humanité de l'enfant, quel que soit son âge. Un bébé qui sort de la maternité, ce n'est pas un objet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne le prend pas en regardant la télé, on lui change sa couche, on lui dit un mot, on le met dans son lit. C'est un objet, on fait ça avec une poupée. Mais on a une personne en face. Il a besoin d'une interaction. Il a besoin qu'on lui parle, même s'il ne comprend rien. Mais nos paroles sont rassurantes. Il a quelques jours, il a le droit qu'on lui parle. Aujourd'hui, les psychologues appellent ce silence des douces violences. On n'est pas en train de le frapper, mais c'est une violence de négation de son existence fondamentale. Alors on a le droit de lui chanter, on a le droit de babiller avec lui. Après, le langage bébé n'est pas forcément très efficace, c'est pas ça qui va lui apprendre à parler. Mais peu importe ce qu'on va lui dire et ce qu'on va faire. L'important, c'est qu'on le considère. Or, on voit parfois des parents... Bon, allez, il faut que je l'habille, allez, je vais le faire. J'en ai marre, et je le fais, je lui dis même pas un mot parce que je suis en colère contre lui, ou simplement... ça me vient pas de lui parler, mais c'est quoi? C'est une poupée qu'on est en train d'habiller? La poupée, on n'est pas obligé de lui parler. Mais l'enfant, on est obligé de lui parler. Parce que c'est notre parole qui fait qu'il existe en tant qu'enfant, qu'il existe en tant qu'être humain. Et ça lui permet de se constituer une identité d'humain. Un enfant qu'on veut rendre sauvage, on ne lui parle jamais. Il va avoir un retard dans le langage, parce qu'il ne va pas l'entendre. Il ne va pas comprendre quand on va parler, parce qu'il ne va pas reconnaître la tonalité de notre parole. Est-ce qu'elle est douce, est-ce qu'elle est en colère? Un enfant à qui on ne parle pas, on est en train de le traumatiser. Alors évidemment, ça peut arriver qu'une fois, tiens, je ne vais pas beaucoup parler avec lui, mais ça doit être une règle.
Je sais que la nuit, quand on est à moitié endormi, qu'on se lève, qu'il faut quand même changer le... On est à moitié endormi, on fait le truc un peu de manière automatique. Bon, bah d'accord, cette fois-là, peut-être, on est excusable, pas trop, mais peut-être. Mais il faut lui parler. On va se rendormir. Parce que de toute façon, on est tellement fatigué qu'on va se rendormir. Parce que les premiers temps, le rythme de réveil de l'enfant, il est trop rapide. Donc on va se rendormir. C'est pas grave si on se réveille un peu plus. Et puis surtout, c'est un être humain qu'on a entre les mains. C'est pas un boulon qu'il faut revisser de manière automatique sans y réfléchir. Donc il faut faire extrêmement attention à ça, de manière à construire son être. L'enfant se construit dans notre regard. C'est-à-dire, ce qu'on va dire de lui, ce qu'on va lui dire, vont le construire. Il a sa personnalité, mais ce qu'il n'a pas de manière claire, c'est l'image qu'il a de lui-même. Et ça, il nous faut le construire. Non pas en disant des choses fausses, ça ne sert à rien. Il ne sera pas dupe en grandissant. Ah là là, tu es le plus grand, mon fils, mais il fait 1m60. Ça ne sert à rien de lui dire un truc qui est faux. Tu es très intelligent. Il sait qu'il est d'une intelligence moyenne, bonne, mais pas... C'est pas un génie. Ça ne sert à rien de lui dire qu'il est un génie s'il n'est pas un génie. Il faut développer ses potentialités, mais il faut surtout croire en lui. Si on ne croit pas en lui, mais qui va croire en lui ? Lui-même, certainement pas. Parce qu'il a besoin du regard de l'autre. Quel que soit garçon ou fille, les filles encore plus. Parce qu'elles ont besoin du regard de leur esthétique, alors que nous, enfin ça dépend des garçons, il y a des garçons aussi qui veulent faire du bodybuilding et qui veulent avoir des muscles très développés parce que c'est une image d'eux-mêmes, ils ont besoin de montrer que... pourquoi pas ? Chacun avec son besoin. Mais il faut qu'on comprenne que l'enfant, il commence par se construire dans le regard de ses parents. Si les parents lui disent tout le temps « tu es un abruti, tu es un bon à rien », il sera abruti et bon à rien. Il va se conformer à ce qu'on dit de lui. Il ne va pas le contrarier. Il ne va pas devenir le nouveau génie de la génération. Il va devenir un abruti et un bon à rien. Si on lui dit qu'il est tout le temps maladroit, chaque fois qu'il va vouloir faire quelque chose, il est tellement angoissé par l'image qu'on plaque sur lui qu'il sera maladroit, alors qu'il aurait pu être adroit. Donc ce langage sur l'enfant, le renforcer dans son identité, sa personnalité, c'est essentiel. De la même façon, quand il échoue, je reviens à l'exemple de Caïn. Caïn, il a échoué. Mais Akadosh Baruch Hu lui a pas dit tu es nul. Tu es pas bon à grand chose. Je veux pas de toi. Il lui a dit ton comportement n'était pas le bon. Mais ton comportement, c'est pas toi. Toi, tu as quelque chose de bon en toi. Si tu vas le chercher, tu vas pouvoir l'exprimer. Toi, tu n'es pas ton comportement. Un individu ne peut pas se résumer à ce qu'il fait. Un échec, c'est une occasion pour progresser. C'est pas la fin du monde. Une bêtise, c'est pas grave. Il faut l'analyser. Il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Tous les échecs que nous rencontrons sont des occasions de progresser si on les traite comme ça. Si on les traite en se morfondant, en se disant « Ah là là, vraiment encore un échec, j'y arriverai jamais. J'ai raté le permis. Mais je suis pas bon, j'y arriverai pas. La prochaine fois, tu vas pas y arriver. Que tu t'es conditionné à ne pas y arriver. Si tu te dis, bah voilà, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi j'ai raté le permis ? Bon, j'ai été un peu léger sur mon virage, là. J'ai coupé le virage, bah c'est pas, j'ai pas vu le stop. Bah oui, il faudrait peut-être que je sois un peu plus vigilant, mais c'est quelque chose que je peux travailler. J'ai raté mon créneau. Eh ben, je vais m'entraîner pour réussir mon créneau la prochaine fois. Je sais pas pour quelle raison on peut rater le permis autrefois, aujourd'hui, mais autrefois c'était ça. Donc, ça c'est mon comportement. J'ai raté parce que j'ai fait des bêtises, des erreurs. Mais moi, je ne suis pas l'erreur en soi. Je suis juste l'individu qui l'a faite. Donc, je dois pouvoir apprendre pour ne plus refaire cette erreur une deuxième fois. Parce que moi, je vaux mieux que mon comportement. En classe, typique.
Un 0, c'est le 0 de la copie, c'est pas le 0 de l'individu. Peut-être qu'il est incapable d'apprendre la récitation avec cette pomme qui était au sommet à la cime d'un pommier. Mais peut-être qu'il connaît par cœur la composition de l'équipe du Real Madrid. Ça veut dire que la mémoire, il l'a. Il a du mal à transposer à autre chose. Mais il connaît le numéro, il connaît le nom du joueur de foot, ce qu'il a fait avant, dans quelle équipe il était. Donc ce potentiel, cette capacité, il l'a. Elle n'était pas utilisée dans le bon domaine. Donc c'est que la récitation, il l'a ratée. Mais le potentiel de mémorisation, il l'a. Ailleurs, pour autre chose. Il va falloir réunir les deux. C'est ça l'objet de la réussite. Arriver à transposer une compétence qu'on a ailleurs pour faire quelque chose. Mais, la même chose, l'enfant qui est nul en maths, en français, mais en sport, il est génial. C'est ça qu'il faut valoriser. Il faut qu'on s'appuie sur cette compétence pour lui donner une bonne image de lui, qui va lui dire de la même façon que tu es capable de sauter 1m20 en hauteur, tu es peut-être capable de réussir l'équation de maths. C'est peut-être pas plus compliqué. C'est une question de technique. Il y a une technique d'un côté, il y a une technique de l'autre. On veut peut-être essayer de prendre les choses autrement, de ne pas les prendre comme étant un truc où de toute façon j'y arriverai pas. Mais peut-être que si j'utilise la bonne technique en décryptant la technique, en la décomposant, comme je vais le faire pour mon saut en hauteur, parce que je vais sauter en rouleau ou en fausse trope ou je ne sais quoi, ça se fait plus maintenant. Les trucs d'autrefois. Et du coup, pour l'équation de maths, je vais peut-être faire la même chose. Je vais décomposer le truc pour savoir bien le faire. Donc il y a là la distinction à faire en général entre la bêtise et l'individu. C'est pas parce qu'il a fait une bêtise qu'il est bête, ou qu'il est incapable, ou qu'il est méchant, ou qu'il est maladroit. Il a fait une bêtise. On va l'analyser, on va se demander pourquoi. La plupart du temps, il ne sait pas pourquoi. Mais on va peut-être réfléchir avec lui, et c'est normal qu'il ne sache pas pourquoi. Il n'a pas réfléchi à la bêtise qu'il faisait. Le résultat était une bêtise. Mais ce n'est pas intentionnellement qu'il a fait la bêtise. La plupart du temps. Ou alors, s'il voulait le faire intentionnellement, c'est qu'il voulait attirer l'attention. Ou montrer qu'il était capable de quelque chose. Ou se venger d'un comportement qu'on a eu vis-à-vis de lui. Il y a forcément une raison. Mais sinon, on va analyser la situation pour essayer de l'amener à quelque chose qui va être de l'ordre de la réussite. Parce qu'il est capable de réussir. Simplement, il faut le faire à son rythme à lui. Qu'est-ce que nous dit Yaakov lorsqu'il rencontre Esav? Après la rencontre, il revient de chez Lavan, il rencontre Esav. Esav lui propose d'aller avec lui à Séhir. Qu'est-ce qu'il répond? Ve'ani etna la le iti ou le regel yeladim. Moi, je vais accompagner les enfants à leur rythme à eux. Comment vous amenez vos enfants à l'école en les prenant par la main? Est-ce qu'ils sont loin derrière vous et vous les traînez et vous courez parce que vous êtes pressé, parce que vous êtes en retard? Est-ce qu'ils sont devant vous ou est-ce qu'ils sont à côté de vous et vous marchez à leur rythme? Quand on a des grandes jambes, c'est facile de faire des grands pas, mais le petit, il n'a pas des grandes jambes. Donc il va courir. Ça ne lui apprend pas à avoir une bonne image. Si vous en faites un boulet. Alors que si vous ralentissez, en réalité, vous n'allez pas perdre beaucoup plus de temps. Mais vous allez aller à son rythme. C'est-à-dire que vous allez lui donner un rythme qui va lui permettre de grandir parce qu'il va avoir une image positive. Il va avoir le sentiment qu'il marche à votre rythme. Bien sûr, c'est vous qui marchez à son rythme. Mais lui, il va avoir le sentiment qu'il n'est pas inférieur, donc ça va renforcer son image de lui. Vous le rapprochez parce que vous le prenez en considération. C'est une forme de bienveillance, c'est une forme de générosité. Vous lui donnez de l'amour et de l'affection en marchant à son rythme. Il peut arriver qu'on soit en retard. Mais si c'est l'exception, c'est pas grave. Si c'est tous les matins, il y a un problème. Il faut qu'on arrive à faire en sorte que notre relation soit le signe de l'amour qu'on lui porte.
Mais dans ce domaine-là, il faut être dans le monde de la vérité. On ne peut pas lui mentir. Ça ne sert à rien de lui cacher des choses. Dire la vérité, ça ne veut pas dire tout dire. Il faut dire à un enfant ce qu'un enfant est capable d'enregistrer, de percevoir. Parce que c'est une marque de confiance. En même temps, il ne faut jamais oublier qu'un enfant ne perçoit pas les choses de la même façon que nous. Un enfant, il perçoit les choses à sa manière et il va y rester un temps différent du nôtre. Annoncer une mauvaise nouvelle à un enfant, ça le traumatise rarement. Parce que 5 minutes, il sera passé à autre chose. Mais ça dépend comment on lui dit, évidemment. Il faut lui dire avec des mots qui soient compréhensibles. Pas des mots d'adulte, mais des mots qu'il peut comprendre. Mais en même temps, s'il a un peu de peine sur le moment, c'est pas grave non plus. La peine fait partie de la vie. Mais ensuite, il faut savoir que nous, on va rester dans la peine. Parce qu'on est des adultes. Lui, 5 minutes après, il a pris son ballon, il est en train de jouer. Il s'accorde à sauter ou de faire autre chose. Il passe à autre chose. Il enregistre une information et il a le sentiment de participer et de vivre les choses avec l'ensemble de la famille, mais il n'est pas tout à fait sur le même niveau. Mais en même temps, on l'a considéré parce qu'on lui a dit quelque chose de vrai. Dire la vérité, c'est pas tout dire. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de raconter. On n'a pas besoin de donner de détails, on n'a pas besoin de donner des choses qui vont les dépasser, qui vont les déstabiliser. Mais cacher, ce n'est que fragiliser. C'est priver un enfant de vivre la chose où elle se passe avec les autres. C'est donc l'exclure de la famille. C'est une violence. Or, on cherche à le rapprocher. On cherche à faire en sorte qu'il soit avec nous. La surprotection, c'est empêcher un enfant de vivre. Il va être handicapé toute sa vie par cette surprotection. Les épreuves, les choses difficiles font partie de la vie. Il peut y avoir un amour qui étouffe complètement parce qu'on vit dans un monde à part, complètement aseptisé, mais du coup on n'est pas dans la vie, on n'est pas dans le monde, on est en dehors, on est coupé du reste. Et quand on devient adulte, on ne comprend pas pourquoi on n'est pas dans le monde des bisounours. Mais en même temps, on nous a tellement surprotégés de tout que du coup, on ne fait pas d'expérience, on n'a pas le sens des limites et on n'a pas la construction de nous-mêmes. Pour conclure, je voudrais revenir sur la question de départ. La question de départ, c'était, est-ce qu'il faut choisir entre les deux ? En fait, choisir entre les deux, c'est prendre le risque de l'excès des deux côtés. Le cadre qu'on met, en le gardant à distance, c'est pour l'aimer. Lui dire qu'on l'aime, c'est pas pour l'embêter. C'est pas pour lui dire qu'on ne l'aime pas. Donc le cadre, s'il est trop rigide, s'il n'y a aucun moment il n'y a de la proximité, il est étouffant. Ça fait penser à l'éducation par le silence qu'on pouvait comprendre autrefois. Un père qui ne doit jamais parler avec son fils, sinon ça va le ramollir. Donc il ne faut pas lui parler. La mère, elle parle, c'est la mère, c'est pas grave. Mais le père, il doit être distant, il ne doit pas parler à l'enfant. Quand tu seras bar mitzvah, tu commenceras à te parler. C'est un cadre étouffant, où on ne peut jamais s'identifier à son père. Parce que le père est toujours l'autre, l'ennemi. Donc l'excès de cadre est quelque chose qui va enfermer, alors que le sens du cadre, c'est parce qu'on aime et qu'il faut lui permettre à l'enfant de progresser dans ce cadre. Mais l'excès de proximité est aussi étouffant. Parce que l'excès de proximité va nous empêcher de vivre, va nous empêcher d'avoir des expériences, va nous empêcher d'avoir des frustrations. Mais après, on est un frustré perpétuel. Donc, les deux doivent être maniés en même temps.